Alors, très chers frères, compatriotes et amis d'Itri, soyez les bienvenus dans ce live. Merci beaucoup, grand frère Ferdinand. Ouais, j'ai abordé la première partie de ce dossier du Bénin. J'ai rappelé mes principes. J'ai dit pourquoi, pour des raisons objectives, le voisin de l'Ouest peut se réjouir de la chute du pouvoir de Patrice Talon. Maintenant, on va voir les raisons stratégiques et géopolitiques qui peuvent conditionner ça. D'abord, je rappelle que depuis 2 ans maintenant, le Bénin a des Niger, qui est son voisin immédiat. Et ce souci-là est lié à des accusations permanentes du Niger contre le Bénin, soit disant que le Bénin abrite des forces étrangères qui menaceraient la sécurité du Niger. Et les Béninois ont toujours rétorqué qu'ils sont libres d'avoir les coopérants qu'ils veulent à partir du moment où les coopérants qui sont dans leur pays n'ont rien à voir avec le Niger. Parce qu'aujourd'hui, chacun choisit de façon stratégique ses amitiés. Si vous décidez d'aller avec les Russes, c'est un choix souverain. D'autres peuvent décider d'aller avec les Américains, d'autres peuvent décider d'aller avec les Français, d'autres peuvent décider d'aller avec les Allemands. L'essentiel est que personne ne rentre dans le territoire de l'autre. Mais il y a des gens qui raisonnent, qui disent que oui, voilà, moi je n'aime pas manger le porc, mais j'ai mon voisin qui mange le porc, ça me dérange, il faut que mon voisin arrête de manger le porc, sinon je vais l'envahir. C'est ça le raisonnement de ces gens-là. Nous avons des problèmes avec les Français, nous avons chassé les Français sont chez nos voisins, souverainement. Nous avons les Russes, mais nous ne voulons pas que nos voisins aient les Français. Je ne sais pas quelle est la logique de ce raisonnement. Et donc, de temps en temps, il y a ces gens d'escarmouches entre les deux pays, jusqu'à ce qu'on en arrive à la crise de l'uranium. Parce que cet aspect pèse énormément dans cette affaire de coup d'État, à la crise de l'uranium. Alors, je voudrais que mon compatriote Titri puisse nous donner son introduction et on va rentrer dans le débat. Exactement. Cet exposé, on pourrait l'appeler l'uranium de la discorde. L'uranium de la discorde parce que il va nécessairement porter sur ce minerai-là qui fait l'objet d'un litige entre l'État français et l'État du Niger. Donc, comme vous le savez, depuis 2023, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, la crise qui a survenu au Niger a conduit notamment à avoir des frictions entre le Niger et le Bénin, jusqu'à la fermeture des frontières. Mais ce n'est pas tout, puisque de la même façon, il s'est engagé un bras de fer entre les dirigeants nigériens et la société française Orano à propos d'une mine d'uranium qui est exploitée à Arlit. Donc Arlit, comme vous voyez sur la carte, c'est un peu au nord, au nord-ouest, au nord-est du Niger. Et c'est l'une des plus grandes mines d'uranium de ce pays-là. Et il faut savoir que Orano exploite ces mines depuis les années 74 et on a déjà tiré près de 140 000 tonnes d'uranium, ce qui correspond à peu près 2000 milliards de dollars. Et donc, c'est énormément d'argent, c'est un énorme enjeu financier pour Orano. Et je précise que les besoins d'uranium de la France chaque année, c'est de 8000 tonnes. Et il faut savoir que Orano tire de ces mines d'uranium au Niger à peu près 2000 tonnes par an. Donc, c'est quasiment le tiers de sa consommation en uranium qui provient donc du Niger. Donc, l'analyse aujourd'hui ne sera pas vraiment une analyse, comment dire, qui va forcément vous imposer un point de vue, mais on va essayer de dérouler chronologiquement certains événements qui se sont passés depuis 2023 à 2024 jusqu'à la date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, grand frère, si tu voudrais poser une question avant qu'on ne démarre. Non, on va juste projeter des éléments factuels
Et on laissera ceux qui nous suivent tirer leurs propres conclusions. Nous, on n'est pas là pour imposer un point de vue à quiconque, mais on veut donner des clés de lecture à cette crise-là pour que les gens comprennent réellement derrière ce coup de force ou ce coup de tentative de coup d'État, ce qui se jouait derrière. Et donc, le premier élément, c'est l'uranium. Et c'est le plus important d'ailleurs. Voilà, le premier élément, c'est l'uranium. Et donc, comme on le voyait sur la carte tout à l'heure, la France est très présente au Niger dans l'exploitation de l'uranium. Et il faut savoir que Orano, qui est une société française, est détenue à plus de 90% par l'État français. D'accord? Donc, c'est une société, on va dire, une société d'État, d'accord, qui mobilise d'ailleurs les moyens étatiques pour se protéger. Donc, l'armée, on a parfois, dans les encablures de cette société-là, au Niger, des forces armées françaises qui protègent les expatriés qui travaillent là-bas. Donc, Orano est majoritaire donc, dans la société, qui est une co-entreprise. Hein. On a la société Somaïr, qui est une co-entreprise. La Somaïr, voilà, qui est une co-entreprise entre la Sopamine, une société d'État nigérienne, et Orano, ex-Areva. Et c'est cette Somaïr-là qui exploite les mines. Donc, cette Somaïr est détenue à 63% par Orano et 36% par l'État nigérien. Voilà. Et en 2024, il faut savoir que Orano a été évincé du conseil d'administration de la Somaïr. Ouais. Tout simplement, après le coup d'État, il s'est passé beaucoup de tensions entre les deux États. Et en 2024, monsieur le général Tiani a décidé d'évincer tout simplement Orano du conseil d'administration de la Somaïr, qui perd totalement du coup le contrôle de la mine, de la mine d'Arlit. Alors que la mine d'Arlit se trouve, se trouve stocké à la mine d'Arlit près de 1300 tonnes d'uranium, d'une valeur marchande de 250 millions d'euros. Vous voyez, 250 millions d'euros, ça fait... en francs CFA? Ouais. Bon, on est dans les près de 18 milliards de francs CFA, 20 milliards de francs CFA. 250 millions d'euros? Non, c'est plus que ça. 250 millions d'euros. On fait le calcul mentalement. 250 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est quoi? 100 millions d'euros, on est à 65 milliards. On est à 165. On est à 164 milliards. 164. Ouais, 164 milliards de francs CFA. Voilà. On est à 164 milliards de francs CFA. C'est le coût de cette marchandise-là. C'est le coût de ce stock d'uranium qui est actuellement exposé, entreposé à Arlit. Donc, il y a un litige à propos de ce stock-là, de près de 160 milliards de francs CFA. Et donc, il se trouve que en mars 2025, Orano a saisi le tribunal administratif, le tribunal arbitral international. Le CIRDI. Voilà. C'est le CIRDI qui est géré. En fait, la différence entre le tribunal arbitral et les tribunaux ordinaires, c'est que le tribunal arbitral est notamment foncièrement composé de professionnels du commerce, en fait. Ah oui, tout à fait. C'est l'institution de la Banque mondiale où j'ai fait mes cours, la Banque mondiale. Voilà, exactement. Donc, ce sont des experts. C'est un arbitrage mis en place par la Banque mondiale pour permettre aux États et aux opérateurs économiques de régler leurs litiges. Voilà, et il faut préciser que actuellement, le Togo est devant le CIRDI avec Contour Global. J'ai vu ça dans leur dossier. Allez-y. Voilà. Et il faut préciser que ce sont les sociétés, les parties eux-mêmes qui décident de porter l'affaire devant le tribunal arbitral. Parce que lors de la signature du contrat, ils décident, ils prévoient qu'en cas de litige, on règle le problème devant telle juridiction, mais devant tel tribunal. Voilà, exactement. Voilà. Donc, en juin 2025, le général Tiani décide de nationaliser, donc, après avoir évincé la Somaïr. Il décide de nationaliser la Somaïr, ainsi que sa production. C'est de son plein droit, c'est son pays. Et il évoque à ce titre-là le droit du Niger de disposer librement de ses ressources naturelles. Voilà. Sauf qu'en septembre 2025, le tribunal arbitral statue en faveur d'Orano et interdit à l'État nigérien de vendre et de déplacer
ou de déplacer les 1300 tonnes d'uranium entreposées là-bas à Arlit. Ça veut dire que les 1300 tonnes d'uranium sont devenues une marchandise litigieuse. Une marchandise litigieuse, voilà. Et le tribunal arbitral interdit de le vendre et interdit de le déplacer. Voilà. Donc, Orano peut donc se prévaloir d'un droit de préemption sur cet uranium-là. Encore sur l'uranium, voilà. Parce encore que sur l'uranium. Le processus arbitral n'est pas encore fini. Voilà. Et les deux parties, c'est-à-dire Sopamine et Orano, l'État du Niger et l'État français, sont tenus de se conformer à cette décision arbitrale qui tient lieu de loi pour eux. Voilà. Cependant, en octobre, là, récemment, en octobre 2025, il y a un mois. Il y a un mois. Il y a pas un mois, mais il y a 2 mois. En octobre, le général Tchiani décide de faire fi de cette décision-là en mettant en vente le stock en cause. Voilà, c'est ça. D'accord ? Et il va d'ailleurs démarcher la Russie et l'Iran pour être des potentiels acquéreurs. Les deux pays qu'ils ont démarchés. Qui ont été démarchés. Et courant octobre, des médias, courant octobre, on apprend que l'uranium litigieux a été acquis par une société russe. Et le nom de cette société n'est pas dévoilé, mais on sait d'ores et déjà que le minerai sera convoyé par voie terrestre depuis Arlit jusqu'au port de Lomé, soit à 2000 km de son point de départ. Parce que à la base, le Niger, la frontière entre le Niger, le Bénin, à Malanville et à Gaïa, je connais très bien cette frontière pour l'avoir franchie plusieurs fois. Il y a un pont là-bas, donc vous avez Malanville au Bénin et Gaïa de l'autre côté du Niger. Cette frontière est fermée. Et donc, le Niger décide d'acheminer l'uranium jusqu'au Togo. Et donc, on va voir avec la technique, la carte du circuit que la cargaison de l'uranium va passer. Voilà. Si on peut demander à la technique de passer ces cartes. Effectivement, ça c'est le bateau. La carte du circuit, le circuit du trajet. Le trajet qui normalement devait emprunter le convoi d'uranium depuis Arlit. Voilà. Donc il y a la carte. Ils vont trouver ça tout à l'heure, la carte. Ils vont trouver ça. Donc normalement, effectivement, voilà cette carte. Donc normalement, si la frontière avec le Bénin avait toujours été ouverte, ce convoi devait passer donc par le Bénin et descendre directement par le Bénin et ensuite bifurquer vers le port de Lomé, puisque le port de Lomé était plus adapté pour les gros navires qui pouvaient transporter cette matière. Même le Bénin est adapté parce que c'est par là que les Français faisaient passer l'uranium depuis. Donc voilà la carte. Ah, d'accord. Voilà la carte, donc le trajet de l'uranium jusqu'au port de Lomé. Donc, ça part de Arlit, ça arrive à Niamey, et de Niamey, ça passe par le Burkina, et ça arrive au port de Lomé. Donc, quand on voit ce trajet-là, on voit cette carte-là, on voit bien que c'est une voie très dangereuse. Parce que entre Niamey, en passant par le Burkina, il y a des djihadistes qui opèrent énormément là-bas. Je rappelle que ce convoi est escorté par Africa Corps. Africa Corps qui est les supplétifs russes qui appuient les gouvernements du Niger et du Mali et tout ça. Donc, il y a une unité russe qui accompagne ce convoi-là. Je pense qu'il y a une quarantaine de véhicules. Et donc, le convoi est parti de Arlit et est actuellement à Niamey, avant de descendre vers le Togo. Donc, Fort, entre-temps, il va en Russie, il rencontre Vladimir Poutine, il remercie Vladimir Poutine de tous les efforts qu'il fait pour les pays sahéliens et pour la sous-région. Il a parlé au nom de la CEDEAO. Et puis, dans les accords qu'il a signés avec la Russie, on a appris plus tard qu'il a mis le port à disposition de la Russie pour les activités marchandes des navires russes et tout ça. Et la Russie aussi va mettre les ports russes à disposition des navires togolais. Sauf qu'on ne sait pas si le Togo a des navires de guerre. Mais en prévision de l'arrivée de ce uranium-là, dès que Fort rentre au Togo, il y a un navire russe, un navire marchand russe, qui arrive au large du port de Lomé le 1er septembre. On va voir ce navire. Exactement. Alors, ce navire part dès l'annonce de la mise en vente de l'uranium en octobre, on voit que ce navire part donc du port turc de Dardanelles le 23 octobre. Le 23 octobre. C'est donc le Matros Shevchenko
hein, qui part le 3 octobre de la Turquie et qui se dirige donc vers le Togo. Et donc, Mais il y a quelque chose de particulier avec ce navire-là. un instant. Donc, le 3 octobre, Le ce 23, navire, 23 octobre. le 23 octobre, ce navire Makro Shevchenko, qui est un Battant navire pavillon russe, russe. battant pavillon russe, mais part des Dardanelles. Les Dardanelles, c'est le long du Bosphore. C'est la mer qui est entre la Russie, entre la Turquie et les autres pays. Et donc, ce bateau part le 23 octobre et arrive au large du port de Lomé Voilà. le 1er décembre. Et donc, ce navire s'appelle Makro Shevchenko. Voilà ce navire. On vous montrera la position de ce navire tout à l'heure. Exactement. Et plus précisément, il arrive le 14 novembre au large du Togo. Voilà. D'accord, 3 semaines plus tard. Voilà, c'est-à-dire il arrive le 14 novembre au large du Togo. Et entre-temps, le convoi quitte Arlit pour Niamey. Exactement. Voilà. Mais ça viendra plus tard. Déjà, le 23 octobre, quand il quitte la Turquie pour Lomé, il faut savoir quand même que c'est un navire qui est très risqué parce que c'est un navire qui est qualifié de navire fantôme russe. Pourquoi un navire fantôme russe? Parce que c'est un navire qui était accusé d'avoir subtilisé des ressources céréalières ukrainiennes et de les avoir vendues et transportées pour une société russe. En fait, donc, pour parler un français plus accessible aux gens, c'est un navire de contrebande qui est... Voilà, c'est un navire de contrebande qui est d'ailleurs sous sanction. Qui est sous sanction internationale. C'est un navire de contrebande qui est sous sanction internationale et c'est ce navire qu'on envoie au large du port du Togo pour charger l'uranium qui va arriver du Niger. Donc, ce navire arrive le 14 novembre au large des côtes togolaises et se positionne en attendant que la cargaison quitte le Niger pour arriver au port de Lomé. On peut continuer. Exactement. Donc, il faut savoir, ce qui est important de savoir sur ces navires-là, c'est que l'Ukraine avait décidé depuis le début de la crise russo-ukrainienne d'attaquer systématiquement tous les navires fantômes dans les mers internationales. Donc, on peut voir que déjà en septembre, il y a un navire russe fantôme qui a été attaqué dans la mer Noire. Et plus récemment, là, au large du Sénégal, il y a 2 navires fantômes qui ont subi des explosions de la part des services ukrainiens. Et donc, c'est un navire qui est chargé de beaucoup de problèmes. Donc, on peut comprendre dès lors le déplacement, puisque le navire arrive ensuite à Lomé le 14 novembre, et 4 jours après, on apprend que Faure est en visite en Russie. Voilà. Donc, le navire arrive le 14 novembre, Faure part en Russie le 18 novembre pour aller signer un accord de coopération avec la marine militaire russe qui peut désormais patrouiller et protéger ses intérêts dans les eaux togolaises ainsi que dans le golfe du Guinée. Voilà. C'est tout l'enjeu. Hein. On reviendra là-dessus. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Voilà. On reviendra là-dessus. Et je rappelle que depuis cette semaine, les États-Unis ont donné le feu vert aux Ukrainiens d'attaquer tous les navires fantômes russes. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc, dès le 18 novembre, on a l'assurance que, s'il arrive quelque chose à ce navire Matros Shevchenko, les navires militaires russes peuvent réagir. Donc, quelque part, on peut dire que le convoi de ce navire-là est déjà protégé quelque part. Voilà. OK? Et le 27 novembre, on apprend que le convoi d'uranium litigieux là dont on a parlé, qui est en Russie, a démarré. Donc, une semaine après. La première partie, parce que c'est deux cargaisons différentes. Une première cargaison est partie en direction de Niamey. En direction de Niamey. Ouais. Donc, une semaine, on va dire, le navire est arrivé à Lomé le 14 novembre. Ouais. Et 13 jours après, 2 semaines après, le convoi démarre au Niger. D'accord? Ouais. Et ce convoi, comme tu l'as dit tout à l'heure, est assuré, est soutenu par une trentaine de mercenaires et même par un détachement de la garde nationale nigérienne. Voilà. C'est-à-dire que la garde républicaine, la garde du président Tiani assure la protection de ce convoi-là. D'accord. Et donc, le navire est sur les côtes togolaises. On a signalé ce navire-là. On a eu
on a eu le tracking de ce navire-là, on a connu sa position, et dès qu'on a signalé ce navire-là, il s'est un peu déplacé. On y arrive. Parce que le 27 novembre, là, le même jour où le convoi part d'Arlit, Orano émet un communiqué pour s'opposer à ce convoi. Et dans ce communiqué, il précise notamment, Orano, la société française, précise qu'elle poursuivra la défense de ses intérêts avec détermination et se réserve le droit d'initier des actions complémentaires nécessaires, notamment pénales, y compris contre des tiers, pour la préhension de la matière en violation de ses droits d'enlèvement. Donc, il y a déjà une tension qui est très vive, déjà le 27 novembre. Le convoi litigieux part de Darlit à la volonté de M. Tiani, du général Tiani. Orano s'y oppose le même jour en émettant un communiqué pour dire qu'elle est prête à mobiliser tous les moyens nécessaires pour pouvoir protéger son uranium. Et le 6 décembre, on a un premier convoi qui arrive donc à Niamey. Le 6 décembre, on a un premier convoi d'uranium qui arrive à Niamey. Et le même jour, à Lomé, et c'est là où c'est important, le même jour, le navire russe Matros Shevchenko se met en mouvement et va donc se rapprocher et s'amarrer au quai conventionnel du port. Exactement. Et donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il se prépare à charger. Voilà. Donc, le navire qui était au large s'est rapproché du port et il est venu s'amarrer au quai minéralier. Pas au quai minéralier, au quai conventionnel. Au quai conventionnel plutôt, voilà. Voilà. Et donc, nous, on a vu ce navire-là, on l'a traqué, et dès qu'on a publié sa position, le navire a bougé. Exactement. Donc, le 6 décembre déjà, il est venu Et le 7 décembre qui a suivi, nous avons appris donc le coup d'État au Bénin. Voilà. Donc, peut-être que, on ne sait pas, peut-être que le plan a changé. Le 8 décembre, dès que la publication de la position du navire a été signalée le 8 décembre, il a quitté subitement son emplacement dans le quai conventionnel pour se remettre au large tranquillement de Lomé. On peut supposer que son plan initial a été contrarié et qu'il a décidé de se remettre au large pour éviter tout simplement de payer inutilement des droits d'amarrage ou alors encore autre chose. Alors, je vais faire une petite analyse ici. On pose les faits, mais le commentaire est libre. Ça, c'est les faits, c'est les éléments factuels qu'on est en train de vous exposer et je vais faire un commentaire. Alors, la première partie de la cargaison, la première route de la cargaison est arrivée à Niamey. La cargaison est actuellement à Niamey. On a les images de la zone où la cargaison de l'uranium est entreposée à Niamey. Maintenant, il y a la deuxième partie de la route. C'est celle qui est la plus difficile, c'est-à-dire Niamey passant par le Burkina Faso pour rentrer au Togo. Et cette route, elle est la plus dangereuse. La plus dangereuse parce qu'elle est infestée de djihadistes. Mais plus grave, la partie togolaise n'est pas du tout bonne. Ils peuvent se renverser parce que tous les jours, il y a des camions, des titans qui se renversent au Togo. Donc, en prenant la nationale togolaise, cette route peut avoir des soucis. Et ce convoi peut avoir des soucis. Et donc, l'hypothèse selon laquelle, puisque maintenant les informations se précisent, tout est en train de se préciser par rapport au mode opératoire de la tentative du coup d'État, puisque les informations qui parviennent du Bénin sont en train de remettre un à un les éléments du puzzle. Parce que, à la veille du coup d'État au Bénin, le Niger a amassé à la frontière, à Gaïa, donc de l'autre côté de la frontière, des blindés et des chars et a dégagé tous les conteneurs qu'ils ont disposés pour barrer la route, pour pouvoir pénétrer au Bénin au cas où le coup d'État réussissait. Donc, c'était un convoi d'appui aux putschistes. Ça, c'est un des éléments fondamentaux. Deuxième élément, c'est que si le coup d'État avait réussi, la cargaison ne va plus passer par le Togo, où la route est plus difficile, puisque les nouveaux patrons du Bénin vont sceller la réconciliation avec le Niger, ils vont ouvrir la frontière et la cargaison va prendre la route du Bénin. Et donc, le navire qui était au large du Togo n'avait qu'à bouger sur Cotonou et reprendre la cargaison et partir. Ça, c'est le commentaire du journaliste qui est libre. C'est ça, en fait, l'objectif. C'est ça le vrai objectif. C'est-à-dire, on fait d'une pierre plusieurs coups. C'est-à-dire, dans cette affaire-là, non seulement on évince le pouvoir de Talon, on fait une réconciliation avec le Niger, on ouvre la frontière
l'uranium prend son chemin, il rentre au Bénin et le navire charge et le navire part. Ça, c'est l'hypothèse la plus probable par rapport aux éléments du puzzle qui sont en train d'être rassemblés. C'est pour ça que du côté de la frontière du Niger, donc à Gaïa, le Niger a entreposé des troupes là-bas pour appuyer les putschistes qui agissaient à Cotonou. On continue. Et effectivement, mais il ne faut pas oublier non plus la valeur de ce convoi-là, qui est de près de 250 millions d'euros. Donc, je pense que ça valait aussi le coup, hein, pour les putschistes, je pense, de pouvoir déstabiliser le Bénin pour ça. De toute façon, comme tu l'as dit, si on analyse bien à qui profiterait ce coup d'État, bien sûr, le Niger serait là, puisque le trajet par le Togo, par le Burkina et le Togo, est un trajet dangereux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on sait qu'il y a des groupes terroristes qui sont sur le chemin. Il y a notamment le JNIM et puis le IGS qui sont notamment sur le chemin, qui sont très présents dans la zone, très imprévisibles, alors que c'est un chargement qui est très risqué. Parce que l'uranium peut servir à la fabrication de bombes sales, comme ça peut aussi, si jamais ça se répand dans la nature, euh, comment dire, endommager, à entraîner de vraies catastrophes écologiques. On se rappelle, on se rappelle déjà qu'en 2019, il y a un camion, il y a des camions remplis de cyanure de sodium qui qui sont renversés donc à Bafilo. Ouais. Donc, on connaît très bien les risques de la route de Lomé. OK? Et notamment, et pour vous édifier sur les risques environnementaux et sanitaires même de l'uranium, j'aurais aimé qu'on puisse passer la petite vidéo là, qui est un mini reportage de la chaîne française France 5, qui parle un peu des risques sanitaires tels que l'ont vécu les habitants de Arlit, les Nigériens de Arlit, qui ont travaillé à Orano, à Areva, et qui ont subi, hein, les revers des entreposages de poussière ou bien de gravier d'uranium dans leur localité. La technique à cette vidéo. Si la technique a la vidéo, et puis la poussière. À Arlit, au Niger, la Cominac, filiale d'Orano, ex-Areva, a fermé en mars 2021. Cette entreprise a exploité pendant plus de 40 ans de mines d'uranium et elle laisse derrière elle un héritage empoisonné. Il s'agit l'autre. Voilà, merci. D'une maison, voilà, ou d'une école. Alors, ça, c'est un document qui montre le côté très dangereux de ce minerai-là. Et ce document a été fait au Niger. Et nous l'avons diffusé pour montrer l'exploitation de ce minerai pendant des années par la société française n'a pas bénéficié à ces populations nigériennes, certainement à l'élite nigérienne, au chef d'État, au ministre, mais la population n'a rien gagné là-dedans. Et donc, ce sont les risques de l'exploitation de ce minerai et c'est aussi les risques de transport que ce minerai pourrait créer en cas d'accident, alors que nous sachons que chez nous, la route nationale numéro 1, elle est totalement dégradée, il y a des titans qui tombent tous les jours et qu'en plus, notre route nationale numéro 1, elle passe dans toutes les villes et les villages, ce n'est pas une autoroute, donc c'est une ville, c'est une route qui passe dans des milieux densément peuplés. Et donc, c'était une cargaison qui était quand même à risque. Est-ce que dans le scénario, dans les hypothèses les plus farfelues, la réussite de ce coup d'État aurait permis, par exemple, de rediriger cette cargaison vers son circuit habituel parce que ceux qui le faisaient rentrer par le Bénin depuis des années, ils savent comment ils le faisaient rentrer pour aller le charger au Bénin, là où les routes sont beaucoup plus bonnes que le Togo. Au-delà de ça, quand on s'en tient aux événements du dimanche dernier, lorsque les faits ont été mis sur la place publique, il y a une tentative de coup d'État au Bénin et que les auteurs ont échoué et qu'ils étaient poursuivis par les forces béninoises, les forces de la CEDEAO, les forces spéciales françaises qui sont intervenues, ils se sont repliés en deux axes.
il y a un premier axe qui a pris 2 officiers supérieurs en direction du nord. Donc, ils ont fini par les libérer à Tchaourou, qui est le village de Yaïboni. Mais il y a Tigri qui a battu en brèche vers le Togo. En tout cas, les premières informations sont celles-là. Et entre-temps, il y a un avion de reconnaissance. Je ne sais pas si on a cet avion-là, on a le circuit de cet avion-là, qui a balayé toute la zone jusqu'au niveau de Anéron. Non, ce n'est pas cet avion. Il y a un avion. Bon, si vous n'avez pas l'image, ce n'est pas la peine de le diffuser. Donc, il y a un avion qui a balayé toute la zone jusqu'au niveau de Anéron. Et tout porte à croire que cet avion qui faisait la ronde, qui collectait les informations, suivait les gens qui étaient en train de battre en retraite. Et quelques jours après, selon Jeune Afrique, les autorités béninoises ont déclaré que le principal auteur du coup d'État se trouvait au Togo et principalement à Lomé 2. Ils n'ont pas dit au Togo de façon vague, ils ont dit Lomé 2. Je rappelle que Jeune Afrique est un journal qui est au service des chefs d'État africains. C'est un journal des palais. C'est le journal qui fait le plus de propagande pour les chefs d'État africains, y compris le Togo. Et si ce journal, Jeune Afrique, qui a des entrées dans les palais, dit que Tigri se trouve au Togo, mais pas à Corée-Sewa, mais pas à Ného, mais pas à Badja, mais pas, je sais pas, à Gomeglozou, mais à Lomé 2, l'information est bien précise, à Lomé 2. Et Lomé 2, on sait tous qui habite à Lomé 2, où sont ceux qui habitent à Lomé 2. Et quelques jours plus tard, c'est Reuters qui redonne la même information, toujours selon les autorités béninoises, et puis après c'est BBC qui dit que le gars se trouve à Lomé 2. Donc si le gars, en battant retraite, se retrouve à Lomé 2, ça veut dire qu'ils ont dit qu'il a franchi la frontière du Mono, ça veut dire qu'ils l'ont suivi. Et donc, s'il est rentré au Togo, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont récupéré pour l'amener jusqu'à Lomé 2. Parce que Lomé 2, ce n'est pas un quartier où tout le monde rentre, même les Togolais ne rentrent pas à Lomé 2 comme ils veulent. Donc, ils ont dit qu'il est à Lomé 2. Mais le mardi qui a suivi, la technique peut montrer l'image de l'avion qui est parti au Niger. Le mardi qui a suivi, cet avion dont l'immatriculation a été anonymisée, donc il a été rendu invisible, donc cet avion a quitté Lomé autour en début d'après-midi, je vais voir l'heure, autour de 14h38, donc cet avion que vous voyez, cet avion, a décollé de Lomé le mardi et est parti au Niger. Jeune Afrique a dit que Faure Gnassingbé a fait un aller-retour au Niger le mardi après-midi. Mais quand nous, on a essayé de vérifier par le tracking des avions, on voit que cet avion a quitté Lomé le mardi. Il faut montrer l'allée d'abord. Il faut montrer l'allée, la première image. Non, la première image, l'allée technique. Voilà. Donc, cet avion, Airbus A318.112, dont l'immatriculation pendant le trajet a été anonymisée, a été verrouillée, mais nous avons réussi à le déverrouiller, a quitté Lomé et est parti au Niger. Qui était dans l'avion? Jeune Afrique dit que c'est Faure qui a fait un tour. Était-il seul dans l'avion ou l'avion a servi à déplacer quelqu'un? Ce n'est que des spéculations de journalistes. Donc, qui était dans l'avion? Pourquoi l'avion est parti au Niger? Qui était soupçonné d'être derrière cette histoire-là? Donc, l'avion va au Niger. Il part de Lomé à 14h38. Il va au Niger et revient le soir. Il faut nous montrer le retour de l'avion. L'avion revient le soir. Et vers, je vais voir l'heure qui est en bas. Vers 20h. Vers 20h, l'avion revient à Lomé et atterrit à l'aéroport de Lomé. Donc, voilà. Mais ce qu'il faut surtout ajouter, préciser, c'est que c'est le même jour que la CEDEAO déclare l'état d'urgence dans la sous-région. Ouais. D'accord? Ouais. Et normalement, la mobilisation de la force en attente également. Ouais. Alors, c'est le jour où, normalement, toute la sous-région était en effervescence. Ouais. D'accord? Donc, on comprend difficilement comment un chef d'État peut
en tout cas mobiliser son avion personnel qui fait un aller-retour dans la même journée dans ce contexte un peu tendu sur le plan sécuritaire. D'accord. Voilà ce que je voulais un peu préciser. Et donc, cet avion va au Niger, mais avant de partir au Niger, ils ont tenté de le rendre anonyme, invisible, Exactement. pour qu'il ne soit pas tracé. Bon, nous, on a d'autres moyens pour tracer les avions. Et donc, on a retrouvé le trajet de cet avion-là après que Jeune Afrique ait annoncé que Ford a fait le tour au Niger le mardi dans la journée. Et donc, voilà le parcours de cet avion. Est-ce que qui cet avion a amené au Niger? Parce que déjà le dimanche, le lundi, Jeune Afrique ou les Béninois disaient déjà que Tigri était à Lomé, il était à Lomé 2. Bon, donc on ne veut pas rentrer, on ne veut pas tirer de conclusion. Donc cet avion revient à Lomé et le mardi qui a suivi, non, cet avion revient le mardi, le mercredi ou le jeudi, cet avion remonte sur Paris. Et est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Donc le mardi, le 9 décembre, cet avion fait cet aller-retour étrange au Niger. Mais le 10, il faut savoir que Orano dépose devant le... Et on revient encore dans avec le lien avec l'uranium. Orano dépose devant le tribunal arbitral une requête pour la saisie du stock d'uranium litigieux, qui est désormais donc à Niamey. Donc c'est, on va dire, derrière Orano, il faut comprendre la France, l'État français. Donc l'État français demande la saisie de l'uranium, du stock d'uranium litigieux qui est actuellement en mouvement. Donc le 11 décembre, le lendemain 11, voilà. Donc c'est celui-là, le 10 décembre, voilà. Et le 11 décembre, c'est là où on remarque que l'avion présidentiel de Ford Gnassingbé refait encore un autre voyage sur Paris. Voilà. Donc l'avion, le 11 décembre, remonte à Paris. On ne sait pas qui est dedans, on ne peut pas dire qui est dedans. L'avion, quand même, en le traçant, il revient à Paris. Et l'avion retourne à Lomé le samedi, c'est ça? Exactement, hier. Il revient à Lomé hier. Hier, l'avion revient à Lomé hier. Et hier, l'avion sera encore anonyme et remonte à Niamtougou. On va regarder l'avion qui remonte à Niamtougou hier. Technique. L'avion remonte hier à Niamtougou. Et vous allez voir. En attendant que la technique intervienne, l'image que vous voyez là, l'image que vous voyez là, c'est l'image de l'accident de camion de cyanure qui est survenu à Bafilo en 2019 et qui a entraîné donc la mort de plusieurs animaux et voilà, de la végétation dans le coin. Pour vous dire un peu, pour vous montrer un peu les conséquences d'un accident éventuel de ce qu'on voit au Togo. Voilà. Et donc, si la technique a retrouvé le trajet de l'avion, donc l'avion de Ford remonte à Niamtougou hier, à son retour de Paris, autour de 20 h. Et ce matin, cet avion est retrouvé, on le retrouve à Abuja, où s'est ouvert ce matin le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, ce qui montre que Ford est à Abuja, puisqu'il y a un communiqué officiel qui annonce que Ford s'est rendu à Abuja. Donc, ce sont les éléments factuels qu'on essaye de partager avec vous, qu'on a collectés. Ce sont des données. Le journaliste, il collecte les données, il les présente. Après, chacun fait ses analyses. Et ce sont les éléments factuels qu'on essaie de collecter pour vous donner. Et les Béninois, selon Reuters et selon BBC, auraient introduit auprès du Togo une demande d'extradition de Tigri, qui est l'auteur principal de la tentative de coup d'État. La question de savoir si le fameux Tigri est encore au Togo ou s'il est ailleurs. De toutes les façons, les Béninois, en suivant Tigri dans son repli, ils ont eu les éléments de preuve, ils ont collecté des données que ce Tigri est rentré au Togo par le Mono et se trouvait à Lomé 2. Et donc, si demain, on le retrouve dans un autre territoire, la question qu'on doit se poser est de savoir comment a-t-il quitté le Togo pour se retrouver dans un autre territoire ailleurs. Donc, voilà les éléments factuels qu'on a voulu vous montrer. Pour conclure, pour vous dire à la fin, Ditri aussi va vous faire ces observations, pour vous dire à la fin que ce qui s'est passé au Bénin n'a rien à voir d'un coup d'État ordinaire. C'est des enjeux énormes. C'est des enjeux énormes avec
derrière des ramifications qui ont voulu, avec des puissances, des ramifications, qui ont voulu prendre le contrôle de ce pays-là. Et c'est peut-être ça qui justifie aussi l'intervention de la France. C'est une analyse. Peut-être que les Français aussi savaient que derrière, il y avait tous ces enjeux-là. C'est pour ça qu'ils ont dépêché les forces spéciales pour intervenir. Donc, le golfe de Guinée ou le Bénin se retrouve aujourd'hui dans une zone grise où les intérêts de plusieurs puissances se croisent. Donc, pas seulement le Bénin, le Togo, le Bénin. Et au-delà, on peut aussi dire que les pays qui sont enclavés et qui n'ont de salut que par leur accès à la côte, ils se disent, mais si on continue comme ça, on va être étouffé. Il faut qu'on essaie de dégager la côte pour pouvoir avoir un accès. Donc, d'où les velléités expansionnistes de ceux qui sont dans le Sahel, qui veulent avoir des amis sûrs sur la côte. Le Togo étant déjà un de leurs amis, ils ont voulu en avoir un second pour avoir un accès total à 2 infrastructures de la zone de la côte et donc fragiliser peut-être davantage la CEDEAO, d'où l'intervention assez musclée de la CEDEAO et de la France et puis de la Côte d'Ivoire pour mettre fin à cette affaire de tentative de coup d'État. Donc, voilà les éléments que nous, on a voulu partager avec vous. Et je rappelle que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on cite le Togo dans les mauvais coups. En 1977, je vais vous lire pour les jeunes, hein, j'ai un doyen avec qui j'ai partagé des trucs hier. Le Togo a été cité toujours dans les mauvais coups, vous le savez, la mort de Sankara, la guerre en Sierra Leone, la rébellion en Angola, la guerre, comment appelle-t-on, la guerre au Libéria, la Côte d'Ivoire. Le Togo a toujours été cité dans des choses aussi curieuses comme ça. Alors, j'ai un doyen de la presse qui m'a envoyé ce truc-là. Il dit, Ferdinand, j'étais au courant, mais il m'a dit, l'histoire se répète. Je m'en souviens bien. À l'époque, j'étais en classe de CM2. Mon père captait Radio Cotonou. À la suite de la tentative de coup d'État menée par Bob Denard, le 16 janvier 1977, le Bénin avait accusé le Gabon et le Togo d'y être impliqués. Sur la radio de Cotonou, on diffusait des chansons dans lesquelles les noms des Bongo et des Yadema, étaient prononcés. Et hué, cette affaire a longtemps empoisonné les relations entre Kérékou et Yadema. Ce dernier a fini par se rapprocher de Kérékou, qui l'a aidé à revenir au pouvoir en signe de défiance envers Soglo, accusé de sympathie pour l'opposition togolaise. Kérékou y a vu l'occasion de voyager chaque fois à bord de l'avion présidentiel de Yadema pour participer à des sommets des chefs d'État. En 1995, l'ex-chef d'état-major de l'armée sous Kérékou, le colonel Pascal Tawes, a trouvé asile au Togo après avoir tenté de renverser Soglo. Donc, voilà les choses dans lesquelles on est souvent mêlé. Et ici, c'est l'enquête qui montrera au bout la responsabilité du Togo dans cette affaire-là, puisque pour le moment, ce n'est que des informations qui sont fuitées dans les journaux, mais du côté des autorités togolaises, il n'y a eu aucune prise officielle de parole, mais il faut quand même comprendre que moi, je suis convaincu parce que 4 jours avant, nous, on savait qu'il allait se passer quelque chose au Bénin. En tout cas, certains comme nous, on savait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont bavardé. Donc, on savait qu'il y a quelque chose qui se préparait au Bénin. Peut-être que les autorités béninoises sont suffisamment naïfs, puisque plusieurs fois, je leur ai dit, surveillez votre voisin de l'Ouest. Parce que vous ne pouvez pas, si vous êtes en train de faire le développement de votre pays, le développement va avec la sécurité. Vous ne pouvez pas seulement vous concentrer sur le développement et laisser les questions sécuritaires. Vous ne sécurisez pas les routes, les gens s'infiltrent dans vos pays, au nord du Togo, par Parakou, en civil, les gens rentrent. Certains partent en vacances, mais ils vont filmer des sites essentiels. Vous ne pouvez pas minimiser ce genre de choses. On vous a dit ça depuis. Et peut-être que cette fois-ci, ils vous ont raté, mais ils ne vous rateront pas la prochaine fois, puisque leur volonté, c'est de vous défaire. Et donc, ils ont des complicités chez vous, ils viennent chez vous, ils regardent ce que vous faites,
Et vous, vous n'avez pas compris que le développement de votre pays que vous montrez à la face du monde, vous-même vous l'avez dit que ça suscite la jalousie, mais ça peut amener aussi des gens à vous porter un coup fatal. Donc, il y a ce côté sécuritaire-là qu'il faut peut-être regarder. Comment se fait-il que nous, certains parmi nous, on savait que quelque chose allait se passer, mais peut-être que je ne sais pas si vous-même vous le savez. Donc, voilà, mais nous, on n'avait pas une idée de l'ampleur de ce qui allait se passer parce qu'il y avait des signes annonciateurs. Tous ceux qui ont commencé par se réjouir, à faire des éditions spéciales, tout ça, ils ne l'ont pas fait par hasard. Ils étaient préparés pour ça. Ça veut dire que la chose était préparée de longue date. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu dire par rapport à ce coup d'État. Et comme je le répète, c'est ma position, ce sont mes principes. Moi, je ne supporte pas des coups d'État dans un pays où les gens ont été élus démocratiquement, les institutions fonctionnent, même si elles fonctionnent avec beaucoup de soucis, si c'est imparfait. Je pense que dans un pays, on peut toujours améliorer. Il n'y a jamais de démocratie parfaite. C'est un combat permanent et donc on ne va pas commencer par faire l'apologie des coups d'État dans des pays où les gens ont la possibilité d'élire leurs dirigeants. Encore plus contre un président qui est en fin de mandat et qui part dans 3 ou 4 mois. C'est pas clair, c'est pas acceptable. Donc, il ne faut pas comparer le Togo et le Bénin. Le Togo est un pays d'exception, c'est une monarchie. Le Bénin, c'est plus ou moins une démocratie. Et donc, voilà ce que moi j'ai tu m'as fait une très bonne transition là, oui. Grand frère. Ce que je voulais ajouter à ça, c'est que nous avons tous été surpris par ce coup d'État qui venait de nulle part et d'ailleurs même par les raisons que les assaillants avaient donc listées. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le président partait, normalement finissait son mandat dans 3 mois, 3 à 4 mois. Donc, il y avait objectivement aucune raison qui pouvait justifier la survenue de ce coup d'État-là. Donc, nous, l'exercice que nous avons fait aujourd'hui, c'était de vous présenter tous les éléments que nous avons recueillis qui pouvaient sous-tendre ce coup d'État-là, parce que il se trouve qu'il y a des enjeux financiers, économiques dans énorme dans cette zone-là depuis très très longtemps. Donc, concernant l'uranium, on sait que l'uranium du Niger avait l'habitude de passer par le Bénin. Donc, ça veut dire que le Bénin avait déjà toutes les installations nécessaires pour sécuriser un convoi terrestre d'uranium. D'accord? Le Bénin avait déjà tout le nécessaire. Seulement, le Togo n'en avait pas. Mais là, le Niger se trouvait contraint de devoir faire passer plus de 1000 tonnes d'uranium par le Togo avec l'état des routes catastrophiques que nous connaissons. Donc, il se peut que le Niger, devant le recours nécessaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que les frontières avec le Bénin sont fermées, le Niger aujourd'hui avait vraiment besoin, absolument besoin de la route béninoise pour pouvoir écouler son uranium litigieux. Or, au Bénin, ce sont ses adversaires qui sont présents. L'armée française est très présente au Bénin. Et le Bénin est, on va dire, un allié sûr de la France dans la zone. Donc, aujourd'hui, nous remarquons qu'effectivement, il y a eu comme une sorte de blocage et qui peut peut-être justifier un coup de force de la part des autorités nigériennes pour pouvoir faire passer leur convoi d'uranium. Donc, moi, je fais toujours le lien entre ce convoi et ce coup qui s'est déroulé au Bénin dernièrement. Et surtout, ce qui me renforce, moi, dans ma conviction, c'est tous les mouvements dont on vous a parlé tout à l'heure, tous les mouvements des différents protagonistes qui se sont suivis aussi bien un peu avant qu'après ce coup d'État. Donc, à vous maintenant d'apprécier, de vous faire votre propre avis. On vous a exposé le conflit qui liait le Niger et la France, mais également le Niger et le Bénin. Maintenant, on voit que le Togo est venu s'imbriquer dans ce conflit-là. Qu'est-ce que nous foutons là-bas? Toujours est-il qu'on y est et que, visiblement, Faure Gnassingbé s'active beaucoup dans le cadre de ce conflit-là. Comme on le voit, dès le 9 décembre, dès le lendemain du coup d'État, il a déjà fait un aller-retour au Niger. D'accord? Et le jour suivant, il fait un aller à Paris. Donc,
Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bon, on n'a pas l'assurance qu'il est venu à Paris, au moins on a l'assurance qu'il est allé au Niger. On n'a pas l'assurance, mais son avion officiel avec l'immatriculation officielle, c'est le call sign officiel dont on parle, s'est déplacé à plusieurs reprises à Paris. Donc, ça soulève d'énormes questions sur le rôle du Togo dans cette histoire-là et le fait que, ce qui est encore plus grave, le fait qu'on n'ait pas de communication publique du gouvernement français depuis la survenue de ce coup d'État-là. Donc, tout cela, mis ensemble, fait qu'on a d'énormes questions, on a des doutes, on a beaucoup de questions qui se posent à poser en fait à nos autorités et à savoir, mais pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Un convoi était censé passer chez vous, finalement il y a un coup d'État, les assaillants sont réfugiés chez nous, mais qu'est-ce que le Togo vient foutre dans ça? Donc, il est très important que les autorités aujourd'hui se mettent en branle, c'est-à-dire se mettent en mouvement pour répondre à toutes ces questions-là et surtout faire une communication officielle sur ou la condamnation de ce coup d'État ou le fait que ce convoi d'uranium doit passer par le Togo. Parce que même sur ça, il n'y a aucune communication, alors que c'est très risqué. Ouais. Ce convoi qui va passer par nos routes, avec l'état dans lequel, l'état dans lequel elle est, ce convoi est un convoi très dangereux pour toutes les populations du Togo. Comme on l'a vu, ce uranium-là, ce toxyde d'uranium, ne se dégrade pas vite. Comme on l'a vu dans le reportage, c'est des milliers d'années. Et le bateau russe est toujours au large du côte togolaise. Et le bateau russe est toujours un bateau qui est sous sanction, un bateau de contrebande, un bateau de contrebande qui est arrimé au large du port de Lomé. Pourquoi? Qui vient faire un bateau fantôme, un navire fantôme russe dans le port de Lomé? Donc, il faudrait que les autorités ou tous ceux qui prétendent être des autorités du Togo communiquent sur ce sujet-là et rassurent les Togolais. Ce n'est pas normal qu'elles gardent le silence comme ça depuis le 7 décembre et qu'elles ne disent rien, alors qu'on voit que le président du Conseil est en train de bouger dans tous les sens. Du moins, on suppose, puisque son avion officiel bouge dans tous les sens. Et pour finir, j'aimerais dire que nous connaissons déjà un conflit fratricide entre deux pays voisins, deux pays frères, qu'est la RDC et le Rwanda, qui est un conflit dont la cause est principalement les ressources minières. Ouais. Alors, nous savons que depuis 10 ans, une dizaine d'années, ce conflit a fait des millions, près de 6 millions de victimes, et encore plus de déplacés. Ouais. Alors, nous, Togolais, nous ne voulons pas que cette chose se répète dans notre zone, dans notre pays. Nous ne sommes que 9 millions de personnes au Togo. Nous ne voulons pas de conflit armé entre deux pays frères pour des raisons de ressources minières qui va entraîner extrêmement de morts. Nous n'en voulons pas. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça au Togo pour que les autorités aillent nous inclure dans des problèmes qui ne regardent aucun Togolais lambda. Dites-le, tu sais, quand on parle de ces choses-là, les Togolais ne mesurent pas la gravité de ces choses. Et c'est pour cela qu'on passe les reportages. Ils ne comprennent pas dans quoi fort est en train d'impliquer le Togo, la gravité de ce qui va se passer. Tu sais, dans la conquête de l'Afrique, pour ceux qui ont étudié l'histoire, il y a ce qu'on appelle l'incident de Fashoda. L'incident de Fashoda, les gens peuvent aller le chercher sur Google. L'incident de Fashoda, je pense que c'est une altercation, mais même une bataille qui a eu lieu entre les conquérants français et anglais pour le contrôle d'un lieu stratégique qu'on appelle Fashoda. J'ai envie de dire que ce qui se passe là au Bénin, c'est une version moderne de l'incident de Fashoda, c'est-à-dire qu'aujourd'hui que les Russes, ils sont sur nos côtes parce que les gens les ont amenés sur les côtes pour un nouveau partenariat et tout ça, et que nous leur avons ouvert le golfe de Guinée. Ceux qui étaient là avant
ne veulent pas aussi que leur zone d'influence, où ils ont laissé faire, mais maintenant ils ont dit on ne va pas laisser continuer. Et dans cette bataille entre puissances dans laquelle nous nous retrouvons, alors que nous n'avons pas les moyens, ça risque de nous créer des dégâts énormes. Parce que si les Français ont dépêché les troupes spéciales de la Côte d'Ivoire pour venir aider les forces armées béninoises pour neutraliser les putschistes, ce n'est pas seulement uniquement pour sauver la démocratie. Exactement. Nous sommes d'accord. On est tout à fait d'accord. Pour sauver la démocratie. C'est pas seulement pour sauver la démocratie. Je répète, si les Français ont dépêché les troupes spéciales de la Côte d'Ivoire pour intervenir au Bénin, donc les troupes spéciales qui sont arrivées en un temps record pour intervenir au Bénin et mettre fin à ce coup-là, ce n'est pas seulement pour sauver la démocratie, mais c'est pour non seulement protéger les intérêts français, mais c'est pour envoyer aussi des messages aux autres qui sont là-bas que on ne va pas vous laisser continuer par vous amuser et que la côte, ne vous hasardez pas à vouloir vous projeter sur la côte. Et donc, cela fait que nos pays qui sont déjà très fragiles sont en train de se retrouver dans des guerres entre puissances alors que nous n'avons pas de moyens. Et donc, aucun moyen. Au lieu que Fort s'occupe du développement du Togo, qu'il construit les routes, qu'il construit les hôpitaux, qu'il trace les quoi, il va se mettre dans des affaires qui ne nous concernent pas et il pousse notre pays dans des trucs comme ça. Parce que Macron a dit, ou bien les Français ont dit, oui, c'est pour sauver la démocratie au Bénin, mais ce n'est pas pour sauver seulement la démocratie au Bénin. Même ça, quand il parle de diversifier les relations, ça ne se fait pas comme ça. Ouais. Il y a quelque chose encore plus délicat qu'on n'a pas évoqué, mais il faut savoir que dans le golfe du Guinée, là, il y a une marine française qui est là depuis les années 90. Hein. Ah oui, mais le golfe de Guinée, il n'y a pas que les navires français, il y a tous les navires, il y a américains, il y a français, il y a russes. Voilà, il y a une opération. Il y a même les Ukrainiens qui sont dans la zone. Il y a même les Ukrainiens qui sont dans la zone. Et donc, nous, on n'a pas à rentrer dans ces jeux d'alliance de puissance qui va nous coûter très cher. Déjà qu'on a des populations qu'on n'a pas nourries, on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de centre de santé, on va se retrouver dans des conflits entre puissances opposées, soit disant qu'on veut s'aligner ici, on veut s'aligner là, parce que nous sommes dans un monde. Moi, c'est ce qui m'inquiète dans cette histoire-là, parce que cette histoire-là, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, c'est très inquiétant, effectivement. Donc, voilà, c'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est d'éveiller votre conscience à ce qui se passe, à la situation actuelle du Togo. Nous avons un navire fantôme russe qui est actuellement au large du Togo et sur lequel se fondent des risques énormes de conflits entre des intérêts russes et des intérêts français. Voilà. Donc, voilà, il est très important de le dire. Et il faut que les Togolais se réveillent. Et il faut vraiment qu'on se mobilise. Il y a des analystes qui sont allés dans le même sens que nous, des analystes qu'on ne peut pas partager avec vous dans ce live-là. On peut vous envoyer des liens. Des gens qui, sans qu'on ne les connaisse, des experts en relations internationales, qui ont eu la même analyse que nous. Exactement. On ne les connaît pas, on ne s'est jamais vu. On a découvert aussi leurs analyses comme ça, où ils décrivent exactement les jeux d'intérêt qui sont en train de se passer aujourd'hui. Et comme je venais de le dire tantôt, et puisque c'est une cargaison litigieuse et que les puissances se battent pour le contrôle de cette cargaison-là, les États qui s'entremêlent peuvent avoir des effets de choc ou des effets sismiques. Et donc, voilà la raison pour laquelle, dès que les histoires ont commencé, c'est vrai que le coup d'État, la tentative de coup d'État au Bénin avait des enjeux, il y avait plusieurs intérêts. Hein. Le Togo aurait pu déblayer la route pour placer un de ses pions, libérer la maîtresse nationale. Et donc, c'était une opération prison brique qui a échoué. Mais les autres avaient l'intérêt à ouvrir la zone pour pouvoir faire passer les marchandises. Et donc, selon ce que les Béninois disent, que ceux qui faisaient le coup d'État devaient proclamer leur adhésion à l'AES, alors que l'AES le Bénin n'est pas un pays de l'AES. Et je suis certain que si le Bénin
dans cette crise-là, si les Poutistes avaient réussi leur coup et que les militaires déclaraient rejoindre l'AES, le Togo allait aussi dire ouvertement qu'il rejoint aussi l'AES. Et donc, ça va faire 2 sur la côte et puis 3 à l'intérieur. Peut-être certainement c'était le plan. Malheureusement, bon, les choses... Et ils auront la même mise sur toute la côte et le port, l'accès au port. Tout à fait. Donc c'est un enjeu qui va même au-delà de ce qui se passe à l'intérieur du Bénin. C'est ce que je voulais expliquer aux gens. De ce qu'on voit. Et je précise que Orano, qui est détenu à 90% par l'État français, a dit qu'il est prêt à tout pour empêcher ce convoi d'évoluer. Voilà, donc ça veut dire que la société ne veut pas se laisser faire aussi par rapport à la cargaison d'uranium. Et ce n'est pas une société banale. Les enjeux sont vraiment... c'est dangereux tout ça, c'est dangereux. Donc, autant pour la France qui est intervenue, j'ai eu à le dire, ce n'est pas pour les intérêts, ce n'est pas pour la démocratie, parce qu'elle n'intervient pas quand il y a des coups d'État partout, elle n'intervient pas pour la démocratie, elle est intervenue parce que c'est comment je dirais ça, ses intérêts. Autant les autres aussi, avec leur allure russe, ont voulu enfoncer les pays de la côte pour avoir une ouverture vers la côte facile pour pouvoir faire passer peut-être leurs marchandises pour leur allié russe. Donc, la côte de l'Ouest est devenue, le golfe de Guinée est devenu un enjeu stratégique qui va évoluer dans les jours à venir et cela risque de déboucher sur des conflits si nous ne prenons pas garde de nos positionnements, que ce soit à gauche ou à droite. Voilà ce que moi j'ai voulu ajouter. Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier sincèrement Dimitri pour ce moment de réflexion qu'on a partagé avec ceux qui nous suivent.